Hey les copains, et bienvenue sur Tout savoir en 5 minutes. Aujourd'hui, interro surprise, on va vérifier ensemble quelques bases. Explique-moi pourquoi et comment l'entraînement permet de prendre du muscle. Bah alors, tu sèches? T'as pas d'idée? Non, parce que pousser de la fonte comme un mongol, c'est bien. Mais savoir pourquoi tu le fais, ça pourrait peut-être t'aider à progresser. Allez, je suis sympa, sors de quoi noter, on revoit tout depuis le début. Pour faire court, l'anabolisme c'est l'ensemble des réactions chimiques qui font que ton corps va régénérer et améliorer ses tissus à partir de l'alimentation. Dans le cas des muscles, il dépend entièrement des cellules souches satellites qu'on trouve en périphérie des fibres musculaires. Le problème, c'est qu'elles sont inactives et qu'elles le resteront jusqu'à être stimulées. Et avec quoi on les stimule? Avec l'entraînement. En effet, quand on détruit nos fibres musculaires, le corps commence à paniquer et du coup il se met à produire plein de facteurs de croissance qui vont se retrouver dans le sang et finir par arriver aux muscles où ils pourront activer les cellules satellites. Leur synthèse protéique sera alors relancée et elles pourront se diviser pour donner des myoblastes, c'est-à-dire des cellules souches musculaires. Arrivé là, le corps a déjà tout ce dont il a besoin pour faire du muscle, reste à voir comment il fait, et pour ça il y a deux possibilités. D'abord, les myoblastes pourront fusionner avec les fibres endommagées, ce qui leur donnera plusieurs noyaux, et fait qu'elles seront plus volumineuses en plus de pouvoir produire plus de protéines contractiles. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie musculaire, et c'est la réaction anabolique la plus fréquente chez l'homme. Pour autant, les myoblastes pourront aussi fusionner directement entre eux pour créer de nouvelles fibres, auquel cas on parlera d'hyperplasie musculaire. On est sur quelque chose de bien moins fréquent que l'hypertrophie, au point que ça reste encore aujourd'hui assez obscur pour les chercheurs. En revanche, ce qu'on sait grâce à certaines études, c'est que le corps des powerlifters utiliserait plus régulièrement l'hyperplasie. Je te laisse en déduire ce que tu veux, mais c'est peut-être une bonne raison de chercher la performance. Et puis comme on parle de performance, il faut garder en tête que la masse musculaire c'est juste une histoire de proportion, car plus un exercice sera intense, plus les facteurs de croissance seront concentrés. Or, qui dit plus de molécules, dit plus de division, dit plus de myoblastes, et dit plus de muscles. Malheureusement, ça marche pas à l'infini, et plus tu vas progresser, plus l'anabolisme sera difficile à mettre en place. C'est pourquoi il faudra aller toujours plus loin dans tes entraînements afin de te bourriner les muscles un peu plus fort à chaque fois. En gros, il faut les détruire pour les améliorer, comme si tu devais descendre une marche pour pouvoir en monter deux. Concernant le flux de molécules, on ne va pas tout voir, de toute façon je ne suis pas sûr qu'un cours de biologie moléculaire de 3 heures soit spécialement agréable, mais ce qu'on peut retenir c'est qu'on retrouvera entre autres l'IGF-1, la testostérone, l'hormone de croissance ou encore l'insuline. Tout ce petit monde devra alors atteindre ses récepteurs respectifs qui sont situés en surface des cellules satellites, et inutile de dire que ça ira mieux avec une circulation sanguine efficace. D'où l'intérêt de la congestion qui en apportant une grosse quantité de sang dans les muscles permettra aux hormones et aux nutriments de les atteindre plus facilement. Pour qu'un entraînement soit le plus efficace possible, il faut garder en tête 5 facteurs. D'abord, on a l'étirement, c'est-à-dire la tension subie par les sarcomères lors de la phase négative du mouvement. Et c'est normal d'en parler avant la contraction, puisque contrairement à ce que beaucoup imaginent, c'est bien sur la phase négative que les muscles et les tendons prendront le plus cher. Le fait est qu'ils devront résister à une charge qu'on imagine plutôt lourde depuis une position contractée, ce qui est pour eux bien plus traumatisant que la contraction. C'est un peu comme si tu tirais sur un élastique en fait. Et pour mettre ça en pratique, en plus d'augmenter les charges, tu peux artificiellement alourdir tes négatives avec des chaînes, des élastiques, ou même avec un copain qui appuierait sur la barre. Dans ce dernier cas, vous aurez sans doute l'air un peu con, mais après tout ça marche. Bon et forcément, qui dit étirement dit contraction. Là-dessus c'est évident, plus un muscle aura de mal à se raccourcir, plus il devra se renforcer. Et pour jouer là-dessus, il suffit de mettre lourd et encore plus lourd. En faisant quand même gaffe à garder une bonne exécution, et sans oublier le troisième paramètre, le temps sous tension. C'est ni plus ni moins le temps de la série, soit la durée pendant laquelle le muscle alterne entre les phases d'étirement et de contraction. Dans l'idéal, il ne doit être ni trop court ni trop long, sans quoi on va travailler les facteurs nerveux et énergétiques à la place de ceux structurels. Un temps sous tension trop court aura donc tendance à mettre l'accent sur la force, tandis qu'un temps trop long travaillera plutôt l'endurance. Après, rassure-toi, ça ne sert à rien de tout chronométrer, il suffit juste d'adapter intelligemment sa charge de travail. Et d'ailleurs, si ça peut t'aider, pour faire de la viande, on prend généralement un truc comme 70-80% du RM. Derrière ces trois facteurs en viennent deux autres, la congestion et la résistance à la brûlure. Mais autant le dire tout de suite, ils sont largement moins efficaces que les trois premiers, et c'est pas avec du full pump que tu vas devenir une masse. Mais comme on va le voir, ils peuvent être utilisés dans des entraînements légers et donc peu traumatisants, et ça c'est plutôt pratique. Déjà pour la congestion, on se retrouve face à une conséquence tout à fait ordinaire de l'entraînement. En se contractant, le muscle se gorge de sang, ce qui lui assure non seulement un meilleur apport en nutriments, mais lui fait aussi quelques dégâts puisque les fibres se retrouvent compressées les unes aux autres. Comme c'est pas nécessaire de prendre lourd pour congestionner, on peut s'en servir pour accélérer la récupération, mais aussi pour relancer en partie l'anabolisme. On retrouve un peu le même type d'avantage chez l'acide lactique. Pour rappel, il se fait ressentir quand un muscle arrive au bout de ses capacités métaboliques. En gros, c'est comme si les fibres étaient proches de la surchauffe.
Mais plus on résiste, plus on s'approche effectivement de la rupture, et plus les fibres se gorgent d'acide, ce qui permet de produire plus d'hormones. Comme Michael Gundil le souligne dans la méthode de Lavier 2, on est plus sur un signal chimique que mécanique, ce qui permet de le travailler en même temps que la congestion sur des entraînements légers et non traumatisants. En résumé, pour optimiser la prise de muscle, la meilleure chose à faire est d'alterner les entraînements traumatisants et non traumatisants. Par exemple, dans le cas d'un split, si tu travailles un muscle X le lundi, tu peux le retravailler le mercredi en série longue, celui du mardi le jeudi, etc. Sur le long terme, je pense vraiment que c'est la meilleure chose à faire chez quelqu'un de naturel, mais si t'es sur un autre format avec par exemple une fréquence x2, c'est pas bien grave, de toute façon les rappels t'en as pas vraiment besoin, alors concentre-toi sur les 3 premiers facteurs, ce sera déjà bien. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que t'auras appris quelques trucs intéressants. Si t'as une question, n'hésite pas à me la poser, ça me fait toujours plaisir de répondre. Et je t'encourage à liker et à partager si t'as aimé, ça ne coûte rien, ça prend 2 secondes, mais moi ça m'aide vraiment pas mal, et surtout ça fait toujours plaisir. Sur ce, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine pour une autre vidéo, et je te fais des bisous. Salut!